Donc, il y avait 2 questions à traiter cette semaine. La première étant de savoir, si on peut échapper au temps. Alors c'est une question, qui qui, heu, qui semble en fait ne pas se poser parce que la plupart d'entre nous, on a l'impression d'être prisonniers du temps, on a l'impression d'être toujours pris, par nos emplois du temps, temps, on est, plus profondément que ça, souvent même, confrontés à l'idée que, bah, nous allons mourir, hein, et puis que, bah, mourir, ça veut dire, que notre temps est compté et donc du coup, que nous ne pourrions pas, sortir de ce temps, s'échapper de cette temporalité qui serait, qui nous priverait de liberté. Mais du coup, la première question qui se pose, c'est de savoir, de quelle liberté, nous priverait, ce temps, d'une part et si on considère que le temps nous rend prisonniers, est-ce que ça veut dire que le temps serait une espèce de milieu extérieur, un espace, comme l'espace, hein, une espèce de milieu dans lequel, ah, plus de son, zut, ah, c'est embêtant, il y a plus de son sur YouTube? Tout le monde est personne n'a de son sur YouTube? Zut! Ou alors c'est qu'un problème local? Heu, je vois que Isabelle dit qu'elle a plus de son, elle. Alors je continue, vous me direz, hein, si vous n'avez plus de son sur YouTube. Hem En tout cas, ce que je disais donc là, c'était que, est-ce que le temps peut être considéré comme l'espace? C'est un peu ce qu'on a tendance à faire, hein, à les lier et dire que le temps et l'espace sont des milieux extérieurs à nous, des objets extérieurs à nous et donc du coup, nous serions, prisonniers d'un milieu, dont nous n'aurions, bah, presque pas les moyens de nous échapper, hein, puisque, ce milieu serait une espèce de prison et que, échapper au temps, ça voudrait dire, bah, vouloir, satisfaire son désir d'éternité. Alors que l'éternité, bah, on sait très bien que, c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Donc du coup, vouloir échapper au temps, n'est-ce pas vouloir échapper à la mort? Et vouloir échapper à la mort, n'est-ce pas une illusion? Auquel cas il faudrait se résigner face au temps et du coup, comment est-ce qu'on pourrait quand même échapper à une partie du temps qui passe? Alors, en essayant de prendre son temps. Mais du coup, si je prends mon temps, est-ce qu'on va pas me dire que je suis en train de le perdre? La réalité, c'est que, prendre son temps, ce serait une manière de le perdre. Mais parce que du coup, il vaudrait mieux gagner sa vie que de perdre son temps. C'est ce que nous disent nos sociétés, hein, la temporalité sociale, c'est celle-là, c'est que, eh bien, quand on veut, si on veut gagner sa vie, bah, il faut pas perdre son temps, voilà. Heu, Parce que le temps, c'est de l'argent et que, si je perds mon temps, je perds de l'argent, donc je ne gagnerai pas ma vie. Mais alors, du coup, le temps libre, ce serait quoi? Bah, le temps libre, ce serait le temps pendant lequel on ne travaille pas. Donc ce serait une manière de reconnaître que le temps de travail qui nous fait gagner notre vie, serait quant à lui, un temps aliénant, un temps qui nous prive de liberté et donc un temps qui fait que, je ne suis pas libre et donc du coup, il faudrait aller gagner sa vie par le travail et du coup, ce serait perdre son temps libre, dans ce sens-là. Mais en même temps, si le temps nous est compté parce qu'on va mourir, à quoi bon le perdre? Pourquoi aller perdre son temps à travailler si, la vie est si courte et que, la mort nous guette? Ne faudrait-il pas alors, prendre le temps de vivre du coup? Voilà. Ce serait, on voit bien que par rapport au temps, on est dans une espèce de réalité, qui nous très ambiguë, très contradictoire et qui, nous empêche de véritablement penser le temps. Parce qu'en fait, la première question à se poser, c'est que peut-être que le temps n'est pas ce milieu, objectif extérieur à moi, dans lequel je serais prisonnier. Est-ce que le temps, ce n'est que cette succession de moments, qui vont du passé au présent vers l'avenir, hein, dont la flèche du temps serait, celle-là, le temps linéaire? Est-ce que c'est bien ça, le temps? Le temps n'est-il que ce que la montre, m'impose? Est-ce que c'est simplement des instants qui passent et des minutes qui passent, des heures, des années qui m'emmènent, tranquillement vers ma mort? Vous savez, ce sablier, ce sable qui glisse entre mes doigts et ou alors, ce fleuve qui m'emporte vers ma mort, voilà, ces visions un peu simplistes du temps. Heu, Ça revient à se demander à quoi sert un emploi du temps en définitive, parce que pourquoi faudrait-il que nous ayons la possibilité de savoir comment utiliser notre temps au mieux, le rendre, efficace, le rendre productif en définitive, hein? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre existence qu'on ne voit pas passer? Est-ce que tout est soumis au temps en définitive? Est-ce que, il n'y a pas des moments où le temps, passe sans que nous le voyions passer parce que justement ce que nous faisons nous absorbe, nous plaît?
comme si le temps ne passait plus. Vous savez, Lamartine, dans un poème qui s'appelle Le lac, est devant en admiration le matin, comme ça, à l'aube, devant un lac, et il dit: «Ô temps, suspends ton vol». Voilà, ces moments où tout à coup, on ne voit pas le temps passer. Donc du coup, est-ce que tout est soumis au temps? Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de pouvoir quand même y échapper parce qu'il ne serait plus justement ce milieu extérieur à moi? Et est-ce que de temps en temps, justement, quand on regarde notre montre après avoir pris ce type de plaisir, de moments intenses, est-ce qu'on s'aperçoit que du coup on est en retard et que le temps est passé beaucoup plus vite que on ne le croyait? Heu, Est-ce que c'est pas une manière d'échapper au temps? Donc du coup, heu, on se retrouve donc avec cette question face à un problème fondamental et permanent en définitive de nos existences, hein. C'est comment faire d'une vie qui nous est donnée une existence qui nous appartient en définitive. Heu, Si la vie elle-même est soumise au temps, est-ce que exister, c'est pas justement au-delà d'être soumis au temps, est-ce que c'est pas justement profiter du temps et peut-être même produire du temps? Alors qu'est-ce que ça voudrait dire produire du temps? Heu, c'est ce qu'on va voir, hein, mais heu, le temps me semble évident en définitive, et puis quand on y réfléchit, parce que, bah, voilà, hein, l'évidence du temps, c'est la pendule, c'est les horaires qu'on me donne, c'est les délais que j'ai pour payer mon loyer, c'est les rendez-vous que je dois honorer, bref, c'est l'emploi du temps que j'ai et qui fait que, je commence à telle heure, je finis à telle heure. J'ai commencé ce live en disant qu'il fallait qu'on tienne en 1 heure, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs, hein, ce que j'ai jamais pu faire d'ailleurs. Mais du coup, c'est celui qui, je crois qu'il a dit le mieux, c'est saint Augustin, qui disait, «Qu'est-ce que, en effet, que le temps? Qui saurait en donner avec aisance une brièveté et brièveté une explication? Si personne ne me pose la question, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille expliquer ce qu'est le temps, je ne sais plus». Le temps, c'est cette chose, et c'est Merleau-Ponty qui disait ça. Le temps, c'est quoi? Bah, le passé, c'est ce qui n'existe plus. Le présent, c'est fugace et j'ai même pas le temps d'en parler qu'il a déjà disparu. Et l'avenir, c'est ce qui n'existe pas encore. Et donc, du coup, essayer d'appréhender le temps alors que ça semble quelque chose qui soit simplement de l'ordre de la représentation est très, très compliqué en définitive. Et si ces trois moments se définissent les uns par rapport aux autres, eh bien, ça voudrait dire que le temps est insaisissable, hein, puisqu'il y en a un qui n'existe plus, l'autre qui n'existe pas encore, et le présent se déterminerait par rapport aux deux autres. Donc, on serait, en définitive, être prisonnier du temps, ce serait peut-être être prisonnier d'un présent duquel on ne peut pas s'extraire. Donc, essayons de comprendre ça en essayant de commencer par cette représentation du temps qu'on pourrait appeler temps objectif, c'est-à-dire le temps comme objet extérieur à moi. Ce serait une espèce de milieu extérieur à moi, une dimension extérieure à moi, et il y a Jules Lagneau, qui est un philosophe du 19e siècle, peu importe, qui disait euh, quand, si l'espace est la marque de ma puissance, le temps est la marque de notre impuissance. Si on y réfléchit bien, on s'aperçoit que si on met l'espace et le temps comme deux milieux, eh bien, on voit bien que dans l'espace, j'ai un pouvoir, l'homme a un pouvoir extraordinaire, hein. Le pouvoir que j'ai dans l'espace, c'est le pouvoir de traverser l'espace, hein. Je peux me déplacer dans tous les sens dans l'espace. Et puis, bah, je peux aller dans l'espace. Aujourd'hui, l'homme peut aller dans l'espace. Et puis, je peux, de chez moi, aujourd'hui, prendre mon téléphone et faire agir à l'autre bout du monde, par exemple. Donc, du coup, on a un pouvoir sur l'espace, parce que l'espace, il est rendu réversible. Je peux aller en avant, mais je peux revenir en arrière. Euh, alors que le temps, justement, il est irréversible. Qu'est-ce qui fait que le temps nous angoisse, et qu'est-ce qui fait que le temps est une espèce de prison dans un premier temps quand on le considère comme objet, hein, on va voir, hein. Eh bien, c'est que justement, il est irréversible. Euh, le passé, c'est l'endroit de mes remords, de mes regrets, et puis l'avenir, bah, c'est la nécessité de ma propre mort, en définitive. C'est la seule chose dont j'ai une idée certaine, en définitive, dans l'avenir. Donc, c'est une source d'angoisse, et c'est un sentiment d'emprisonnement qui est évident, qui est dû à cette irréversibilité du temps. Alors, les hommes ont deux façons de fuir face à cette irréversibilité. Ils ont eu deux façons dans l'histoire. La première, c'est le destin, c'est d'essayer de considérer que notre existence est soumise au destin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'existence est soumise au destin? Eh ben, ça permet d'imaginer un temps cyclique. Ça, c'est dans la mythologie grecque, hein, que l'idée s'est construite, hein. Il y a un temps cyclique qui revient.
et qui fait que notre vie, ce qui est et ce qui est passé n'est qu'une forme de ce qui sera à venir. Bon. Et dans ce sens-là, c'est une façon de nier l'irréversibilité par un cycle permanent de notre existence. Mais en définitive, ça nous enferme dans autre chose, c'est la fatalité justement de ce cycle, le fait même que ce destin, je ne le choisis pas en définitive. Ce destin, je le subis et que j'en suis en définitive prisonnier. Et puis la deuxième manière d'appréhender le temps pour essayer de dépasser cette idée-là, c'est l'éternité. Alors là, c'est plutôt les religions monothéistes. Hein. C'est l'idée qu'il faudrait avoir un espoir, un au-delà, qui sera meilleur, ailleurs, plus tard. Hein. Et donc, du coup, qui nous ferait échapper à la temporalité, puisque je deviendrai immortel, enfin éternel en tout cas. Mais je ne serai éternel qu'à partir du moment où j'aurai fait les efforts pour le devenir, c'est-à-dire que j'aurai gagné mon salut. Et là, ça nécessite de ne pas vivre l'instant présent. Ça nécessite de repousser l'idée même de désir. Hein, et ça nécessite de ne pas exister ici et maintenant pour pouvoir accéder à un ailleurs plus tard. C'est donc en même temps une manière de fuir et donc de reconnaître que nous sommes quand même prisonniers du temps. Et donc c'est une forme d'illusion pour échapper au temps en définitive. Donc il semble donc que cette irréversibilité soit une caractéristique qui nous emprisonne, avec une deuxième chose, c'est l'incompressibilité. Irréversibilité, incompressibilité, voilà des mots qui ne sont pas faciles à dire un dimanche soir. Avec l'incompressibilité du temps. C'est-à-dire que si l'irréversibilité se fait sentir par rapport au remords, alors les remords, c'est quoi euh, après, on donne les définitions qu'on veut des mots, mais souvent, j'entends que je crois qu'on confond remords et regrets en définitive. J'ai des regrets, je peux avoir des regrets par rapport au passé ou par rapport à mon existence à partir du moment où je ne suis pas responsable de la situation que je regrette. Par exemple, moi, je peux regretter de ne pas vivre au Moyen Âge, par exemple, de ne pas de ne pas être né au Moyen Âge. Et puis, je peux regretter de ne pas être une fille, par exemple, quand je suis un garçon, ou le contraire. Mais parce que ça ne dépend pas de moi. Le remords, c'est différent, comme son nom l'indique. Hein, je me remords, je me suis déjà mordu une fois et je me remords. Le remords, c'est justement quand on est renvoyé à sa conscience morale et qu'on est renvoyé à la responsabilité de ses actes dans le passé. Et qu'on aimerait bien les récupérer, qu'on aimerait bien les rattraper, mais que du coup cette irréversibilité nous en empêche. Et le remords nous rappelle systématiquement le poids de notre responsabilité et le poids de notre liberté dans le présent, puisqu'il faudrait faire attention à ce que mes actes présents ne m'emmènent pas à avoir une conscience morale qui me ronge. Donc, ça, c'est pour l'irréversibilité. Euh, et puis, l'incompressibilité, c'est l'attente, c'est la patience qu'on me demande. C'est-à-dire que je ne peux pas accélérer l'arrivée du temps, je ne peux pas accélérer l'arrivée des événements de mon avenir. Euh, quand un événement heureux est prévu, je suis obligé d'attendre qu'il arrive. Quand je suis dans la salle d'attente de mon médecin, je suis obligé d'attendre qu'il arrive. Et donc, du coup, ce temps me montre que on ne peut pas le comprimer, on ne peut pas le presser. Et il y a une très très belle phrase d'un poète qui s'appelle Jacques Prévert, hein, qui disait le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Alors je trouve cette phrase magnifique. Hein. Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Ça veut dire que, eh bien, si vous commencez à regarder les instants qui passent sur une montre, si vous commencez à compter les secondes, à compter les heures, à compter le défilement des choses, à ce moment-là, le temps est encore plus lourd. Voilà. C'est-à-dire que l'ennui, on en parlera de l'ennui tout à l'heure, mais l'ennui, s'il me renvoie au fait de considérer le temps comme objectif, alors là, son incompressibilité devient insupportable et je suis dans une prison dont je ne peux plus m'échapper. Euh, donc, ce temps dont on parle, c'est un temps donc, qui est défini comme linéaire. Il y avait le temps cyclique chez les Grecs, et puis le temps qui considère que on va du passé vers l'avenir, ce qui semble une évidence, hein, logique, mais vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Eh bien, ce temps, c'est ce qu'on appelle le temps linéaire, une succession de moments, hein, cette flèche du temps, qui d'ailleurs est déterminée par la science, en fait. D'abord par le mouvement des planètes, hein, une année, 24 heures, les mois, les saisons, etc. Hein. Tout ça, c'est du mouvement de planètes autour du Soleil, sur elles-mêmes, etc. etc. Et puis, il y a aussi son irréversibilité, elle est démontrée par une science qui est un peu spéciale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même pour que vous compreniez, c'est la thermodynamique. Bon.
La thermodynamique, comme son nom l'indique, simplement, c'est une science qui essaye de voir, qui essaye de comprendre, comment, se produit les mouvements. Voilà, pour simplifier, voilà, hein. Il faut de l'énergie pour produire un mouvement et ça produit de la chaleur, voilà. Bon, et la thermodynamique a 2 principes. Le premier principe, c'est que, qu'on connaît sous une autre forme, hein, c'est, dans la nature tout se transforme et rien ne se perd. C'est-à-dire qu'on une quantité, la matière est conservée quand on utilise une matière pour produire de l'énergie, la quantité de matière est conservée. On la retrouve sous d'autres formes, mais elle est conservée. Voilà. Par contre, alors par exemple, je brûle un morceau de bois, la quantité de matière qui compose le morceau de bois est conservée. L'eau s'est évaporée, il y a des molécules qui sont transformées, etc. Mais la quantité de matière est conservée. Mais la deuxième loi de la thermodynamique dit quelque chose, c'est que par contre, la qualité de la matière disparaît. C'est-à-dire que mon morceau de bois qui, avant d'être brûlé, pouvait fournir de la chaleur, une fois qu'il est brûlé, il ne peut plus fournir de chaleur. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. L'entropie, c'est l'idée que pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait une source de chaleur positive et une source de chaleur négative, et que la chaleur aille du positif vers le négatif, et il y a du mouvement possible, il y a de la vie possible, tant qu'il y a cette dénivellation des chaleurs. Et puis quand il y a égalisation, parce que l'entropie, c'est ce qui va aller vers l'égalisation et l'immobilité du mouvement, eh bien, quand il y a égalisation et immobilité du mouvement, il n'y a plus de mouvement possible, et il n'y a plus, par exemple, de vie possible sur Terre, par exemple. Bon. Donc, du coup, là, par exemple, nous vivons, nous existons parce que le chaleur diffuse sa chaleur, le soleil, pardon, diffuse sa chaleur froide dans l'espace. Voilà. Bon. Et donc, du coup, l'entropie montre l'irréversibilité du temps, montre la flèche du temps, en définitive, puisque dans l'univers, tout va d'un point, on va dire, concentré plus chaud vers quelque chose de plus froid. Et c'est dans ce mouvement que nous pouvons déterminer le mouvement de l'univers, qui va donc du passé vers l'avenir. Mais est-ce que ce temps est si objectif que ça? Parce que la science nous le pose comme objectif comme ça, et donc du coup, mesurer, ce serait les planètes qui nous donnent les calendriers, les montres, etc. Mais quand on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que quand je regarde ma montre, qu'est-ce que je vois en fait? J'ai l'impression que je vois passer du temps. Mais est-ce que c'est bien ça? La montre, c'est quoi? La montre, c'est ni plus ni moins que la distance parcourue par un mobile à vitesse régulière. C'est-à-dire que la trotteuse d'une montre, eh bien, elle parcourt une distance qui est toujours la même, à une vitesse régulière. Du coup, ça, c'est du mouvement dans l'espace. C'est pas du, enfin, c'est du temps, mais alors le temps serait du mouvement dans l'espace, ce qui réduit tout de même son objectivité. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, par exemple, quand on dit que le calendrier est objectif parce qu'il est fixé sur le mouvement des planètes, etc. Bah, pas vraiment, à vrai dire, hein, parce que la mesure du temps dans l'histoire, elle est complètement subjective. Euh, les calendriers n'ont pas toujours été ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et pour prendre un exemple, peut-être que vous vous êtes jamais posé cette question-là, mais on pourrait se demander pourquoi le mois de septembre s'appelle septembre, et pourquoi le mois d'octobre s'appelle octobre, novembre, décembre, puisque ça voudrait dire 7, 8, 9, 10, et que dans notre calendrier, bah, ils sont 9, 10, 11, 12. Bon, ils ont été décalés de 2 mois. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un mec, le calendrier romain, au départ, a été fait sur 10 mois. Bon, voilà. Il était fait sur 10 mois. Et puis, il y a un type qui est arrivé et qui a dit, eh ben, moi, je veux un mois à mon nom, je veux qu'on rajoute un mois à mon nom, je veux qu'il ait 31 jours, et puis je veux que ce soit le plus beau mois de l'année. Bon. Et ben, on a dit, bah, ok, très bien, voilà. Et puis on a créé Julius. Voilà, Jules César. On a créé un mois pour Julius. Bon, voilà. Et le calendrier romain a mis le mois de juillet en plus dans le calendrier. Et puis, bah, il y avait un autre type qui était là, qui disait, ouais, bah, écoutez, bah, je ne sais pas, même si c'est pas Jules César qui a dit, bah, j'aimerais bien un mois pour mon pote là, ou son cousin, ou bref, peu importe. Mais je voudrais que ça soit un mois après moi et un peu moins beau que le mien. Donc, du coup, on a fait un deuxième mois qu'on a appelé Auguste, voilà, qu'on a appelé août. Et puis après, Auguste lui a dit qu'il n'avait que 30 jours. Bon, parce qu'il fallait. Bon. Et puis, bah, Auguste, il a dit, ouais, mais attends, c'est bon, moi, je ne veux pas avoir un mois qui n'a que 30 jours, alors que Julius, il a un mois qui a 31 jours. Donc, du coup, il a dit, je veux avoir aussi 31 mois dans mon mois. 31 jours dans mon mois. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une certaine subjectivité dans le découpage du temps.
et dans l'idée que on aurait un temps purement objectif qui serait fixé sur l'ordre des planètes. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, on nous dit que 4 heures est avant 5 heures, que 5 heures est avant 6 heures, on nous dit que juillet est avant août, on nous dit que là, le printemps va arriver après l'hiver. Bah oui, si l'année commence en janvier, en définitive, mais commencer l'année au 21 mars et l'hiver arrive après le printemps. Bon. Euh, et commencer l'année au premier jour de l'automne et ben, l'automne arrive avant l'été. Voilà. Bon. Donc du coup, cette idée de temporalité qui serait purement objective hors de moi, en fait, si on y réfléchit bien, euh, elle n'a pas trop de sens. Elle n'a pas trop de sens. D'ailleurs, les Grecs commençaient, je crois, leur calendrier au mois de mars, parce que mars, c'était le mois du dieu de la guerre, et que mars, c'était le moment où on pouvait retourner faire la guerre à ses ennemis, parce que le temps devenait meilleur. Bon, voilà. Donc, du coup, tout ça est très, très subjectif en définitive. Hein. Euh, euh, et si je me demande, en définitive, pourquoi moi je suis là maintenant, eh bien, si je suis en train de faire un live maintenant, c'est parce que je l'ai commencé tout à l'heure, certes. Mais si je l'ai commencé tout à l'heure, c'est aussi parce que j'avais dans l'idée de le finir. C'est-à-dire qu'un élève qui passe le bac, par exemple, s'il est en cours, c'est parce qu'il a comme projet d'avoir le bac et puis peut-être plus loin de continuer de faire des études ou de trouver un métier ou je ne sais quoi, peu importe. Euh, mais il n'empêche que si je commence une phrase, c'est parce que j'ai dans l'idée de la finir. Et on peut se demander si ce n'est pas l'avenir qui arrive en définitive avant le présent. Qu'est-ce qui donne de l'existence à mon présent si ce n'est pas une manière, si c'est pas la façon dont je me projette dans ce que je ne suis pas encore. Commencer une phrase, c'est bien toujours avoir l'ambition de la finir quelque part. Donc déjà de projeter par la conscience, de se projeter dans un monde qui est au-delà de cette présence à moi-même. Et donc c'est l'imagination, c'est le fait d'imaginer que j'existe. On pourrait même aller plus loin. Je le dis assez souvent, mais on pourrait dire qu'un enfant qui va naître, il a d'abord un avenir. Il faut bien que l'avenir existe avant d'être présent. Le présent ne vient pas de nulle part, le présent ne surgit pas de nulle part. Il surgit bien parce qu'il a d'abord été avenir. Bon. Et puis, une fois que cet avenir est devenu présent, il pourra, une fois passé, il pourra devenir passé. Et donc, du coup, on pourrait se dire aussi bien que c'est l'avenir qui arrive avant le présent et que le présent nécessite d'abord un avenir pour pouvoir devenir un passé, en définitive. Donc, du coup, euh, euh, c'est cette conception-là consisterait à dire qu'en fait, la conscience de l'homme, elle est négantropique. Quand je disais tout à l'heure que l'entropie fondait l'idée même qu'il y avait une flèche du temps dans la science, on pourrait aussi considérer que ce temps scientifique n'a pas vraiment de sens pour notre conscience et que notre conscience, elle est négantropique. Elle peut produire, elle peut reproduire de la qualité d'existence euh, et de la qualité qui permettent de nouveau du mouvement. Voilà. Le type qui dit ça, c'est un philosophe qui s'appelle Bergson et qui, je profite pour regarder l'heure pour pas être trop long, il est déjà 18h30, donc je vais aller vite, je vais accélérer, comme d'habitude. Le temps comme subjectif, c'est-à-dire comme le produit de notre conscience, c'est Bergson qui essaye de l'expliquer et lui, il appelle ça la durée, voilà, pour distinguer. Et il explique que, en fait, le temps, c'est le résultat de la conscience, c'est le résultat du mouvement de la conscience. Il parle même, je crois, du grouillement du présent sur place. En fait, ma conscience, elle est toujours prise dans le présent. Je ne peux pas me séparer du présent lui-même, puisque prendre conscience d'hier, c'est prendre conscience d'hier maintenant. Je prends conscience de demain, que demain va arriver, mais j'en prends conscience immédiatement, dans l'immédiateté. Et la conscience, elle est toujours présente à elle-même. Et donc, c'est presque un principe physique, c'est que comme elle est toujours conscience au présent, elle ne peut pas être conscience du présent. Le présent, c'est quelque chose que je peux ressentir immédiatement, dans l'immédiateté, mais le fait même déjà de commencer, de prendre conscience que je suis en train de dire quelque chose, je ne suis déjà plus en train de le dire. Pour simplifier, si je prends conscience de mon état, je ne suis déjà plus dans l'état dans lequel j'étais avant de prendre conscience, puisque je suis dans cet état-là, plus le fait d'avoir pris conscience. Donc, prendre conscience de soi, c'est toujours être plus que soi-même. Et donc, du coup, c'est ça qui crée le mouvement, qui crée la temporalité en définitive. Et il explique en fait que si on considère le temps comme une succession d'instants, ça n'expliquerait pas comment on peut justement saisir la beauté d'un morceau de musique. Euh, les notes sont bien séparées les unes des autres quand on écrit un morceau de musique sur une partition. Mais
il n'empêche que si cette partition tout à coup va devenir quelque chose de beau à écouter, c'est parce que ma conscience va pouvoir faire la synthèse de l'ensemble des notes. Je ne les entends pas toutes en même temps, ce serait une cacophonie terrible, je les entends bien les unes après les autres, mais ce qui est important là-dedans, dans le fait d'écouter cette musique, c'est justement que ma conscience va pouvoir faire la synthèse du moment, la synthèse de l'instant. Elle va pouvoir tout à coup saisir la qualité de cette écoute. Et c'est ça, en fait, le temps comme durée. C'est peut-être ce qui fait que je suis mis en relation avec moi-même par le monde extérieur. Et que dans ce monde extérieur, les objets médiateurs me renvoient à moi-même et ce mouvement permanent de la conscience du monde à moi fait que tout à coup, je produis une forme de temporalité qui est ce que Bergson appelle une tension entre la mémoire, ce dont je me souviens de moi, qui est l'assise de mon identité, et cette tension vers l'extérieur et ce devenir d'être qui fait que j'ai besoin d'imagination. Et qu'est-ce que c'est que être? Qu'est-ce que c'est qu'exister? Non pas vivre, hein, non pas se contenter de vivre, parce qu'à ce moment-là, on peut être dans un temps objectif et puis regarder passer, tomber les feuilles. Mais qu'est-ce que c'est que exister? C'est peut-être justement être dans cette tension entre ma mémoire et mon imagination. En gros, ce serait peut-être se créer soi-même, produire soi-même de l'existence, créer soi-même de l'existence. Et le présent ne serait que ce moment où ma mémoire et mon imagination se rencontrent, se passent le relais ou interviennent l'une avec l'autre. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'être conscient? Qu'est-ce que c'est qu'exister au monde? C'est être attentif au monde, c'est être présent là où on est. C'est prendre son temps, c'est prendre le temps d'exister là où on est. C'est avoir le sentiment d'être là où on devrait être. C'est après, on peut le dire comme on veut, hein, mais c'est ce sentiment d'une présence juste, d'une présence presque parfaite. Alors, on ne peut pas forcément la provoquer, hein, cette idée-là. Euh, mais il y a là derrière, c'est souvent après coup que ça arrive, hein, comme chez l'artiste, par exemple, dit-il. Lui, Alain, qui est un autre philosophe du XXe, disent l'artiste s'aperçoit de la perfection, c'est ça le génie de l'artiste, hein, c'est de s'apercevoir de ce qu'il a fait après l'avoir fait, d'être spectateur de son œuvre en train de naître. Eh bien, peut-être que justement, échapper au temps, c'est ça. Échapper au temps, c'est échapper au temps objectif, peut-être, hein, se libérer de ce temps objectif qui nous pousse dans des emplois du temps dont on ne peut plus, dans des impositions. Regardez, évidemment, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière, mais il n'empêche que pendant le confinement, le premier confinement, il y a des gens qui ont cru à ce moment-là que tout à coup, qui ont presque découvert la vie, qui ont presque découvert l'existence et qui ont cru à partir de ce moment-là que les choses allaient changer pour eux et que le monde allait changer, que ça allait tout changer. Après, bon, la vie quotidienne a repris le dessus, le temps objectif a repris le dessus, le travail a repris le dessus, mais beaucoup de gens ont cru à ce moment-là, et d'ailleurs, pas que certains y ont cru, hein, certains l'ont mis en œuvre, hein, puisqu'on n'a jamais connu autant de démissions dans les travails, par exemple, que depuis cette période. Donc, du coup, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là que le temps pouvait m'appartenir, que je pouvais vivre ma vie différemment. Et donc, du coup, parce que tout à coup, on s'est aperçu que la temporalité, c'était peut-être la qualité d'être. Voilà. Le temps, c'est peut-être pas de l'avoir, c'est peut-être pas avoir du temps, prendre du temps pour soi, mais si c'est pas de l'avoir, c'est peut-être de l'être. Voilà. Être attentif au monde en moi et au monde en dehors de moi. Et se libérer du temps, ce serait donc rechercher la qualité d'être plutôt que la quantité de l'avoir. Euh, donc c'est une forme de création. Il n'y a là, du coup, pas d'existence ni linéaire ni cyclique, hein. Il y a une existence qui, en définitive, est une espèce de mouvement sur elle-même, de grouillement du présent sur place, et qui amène à un autre paradoxe, et j'en terminerai là-dessus, c'est que à partir du moment où je considère que le temps, c'est de la production d'être, en fait, hein, la création de soi-même, euh, on pourrait dire que pour se créer soi-même, il faut d'abord apprendre à se perdre. C'est-à-dire que il faut accepter à un moment donné les changements qui se produisent en nous, parce que c'est le propre même de l'homme et de la conscience, hein, c'est que justement prendre conscience de son état, c'est déjà plus être le même, c'est déjà être un autre, hein, c'est déjà être au-delà de soi. Euh, et donc du coup, il faut peut-être apprendre
à se perdre soi-même? Est-ce que prendre son temps, justement, ce n'est pas à apprendre à perdre une partie de soi, de son enfance, je ne sais pas. Et du coup, vieillir serait plus un problème, puisque ça ne consisterait plus en vieillissant, à avoir moins de temps à vivre, mais au contraire, à enrichir sa capacité d'être, voilà, à multiplier les êtres qui ont fait notre existence, en définitive, à compléter, à complémentariser, peut-être même, l'être qui fait que je suis un être existant et que, du coup, la mort ne serait rien pour moi, pour dire, comme Épicure, hein, parce que Épicure considère par exemple que le temps est un problème, hein, parce que la mort pour nous est un problème et que s'angoisser de la mort est idiot. Il disait s'angoisser de sa propre mort, hein, est idiot, puisque il disait mais du coup, si on s'angoisse de sa propre mort, les gens qui s'angoissent de leur propre mort et qui ont peur de mourir, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à vieillir le plus longtemps possible, à mourir le plus tard possible. Mais du coup, disait-il, bah, du coup, ils ont peur plus longtemps. Bah, ce qui est évident. Donc, du coup, c'est un peu idiot de vouloir vivre le plus longtemps possible pour prolonger cette peur de la mort. Euh, donc, du coup, il faut peut-être considérer que peut-on échapper au temps revient à peut-être échapper à être figé, à échapper à ce qui est figé en nous, à ce qui nous arrête, à ce qui nous bloque. Et peut-être que échapper au temps, c'est échapper à une partie de soi-même. Voilà. Voilà rapidement, hein, waouh, c'est comme d'habitude, hein, c'est la course totale à chaque fois. Mais voilà ce qu'on aurait pu dire, ou en tout cas, c'est un début de réflexion sur peut-on échapper au temps. Alors, comme d'habitude, je ne sais que pas beaucoup le fond, hein, parce que je sais que ce n'est pas simple non plus. Mais si vous avez des questions, bah, vous pouvez toujours m'écrire. Si vous avez des remarques, vous pouvez toujours les faire par écrit ou m'envoyer un petit message. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut pour envoyer un message. J'en profite pour dire, du coup, comme on a l'intermédiaire là, j'en profite pour dire que on va essayer un truc, c'est qu'on va essayer de faire des dialogues filmés avec des gens qui seraient OK pour le faire. Donc, du coup, si ça vous dit, si vous avez une question, si vous avez un sujet et que vous voudriez qu'on construise un dialogue entre nous, eh ben, on peut le faire même à distance, hein. Il suffit qu'on fasse une visio, qu'on l'enregistre, et puis, à condition que vous soyez d'accord, voilà, qu'on vous filme et qu'on puisse les diffuser sur le site et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une nouvelle idée. Si ça vous dit, prenez contact avec nous et on mettra ça en place. Voilà. On passe maintenant peut-être au deuxième sujet. Je crois que bon, alors j'ai vu des messages passer, hein, mais qui étaient des messages fonctionnels. Visiblement, le son est revenu sur YouTube, donc c'est cool. Donc, je ne sais pas combien de temps il me restera ici. Du coup, pourrait-on dire de la conscience du temps et construction purement humaine, car si on prend l'exemple des animaux, sur là, alors, j'ai pas la fin de ton message, Juliette, je ne sais pas pourquoi. Alors, mais par contre, je crois, ah voilà, sur la science. Alors, oui, oui, c'est une vraie question, hein. Je crois que la temporalité pour les animaux, elle est essentiellement liée, et puis même pour nous, hein, biologiquement, par exemple, elle est liée à autre chose, elle est liée à la nature. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ça, hein, mais enfin, au changement d'heure, par exemple, on voit bien que les animaux, euh, si tu as des chats ou des chiens, bon, les chats c'est différent, mais les chiens qui mangent à une heure fixe, si tu changes l'heure, ils arrivent une heure avant, quoi. Enfin, ils en ont rien à faire de la montre, hein, mais ton corps aussi. À un moment donné, il va falloir réhabituer ton corps parce que toi aussi, quand on change d'heure, et moi aussi évidemment, notre corps est habitué à une certaine forme de temporalité. Et d'ailleurs, quand il y a eu des tests qui ont été faits, hein, sur des êtres humains qui ont volontaires, hein, bon, évidemment, mais qu'on a. Ah, il n'y a pas de lien sur Facebook. Si, il y avait un lien sur Facebook pour rejoindre. Sur ma page Facebook, j'ai publié le lien de YouTube, par exemple. Euh, Excuse-moi, hein, je réponds à deux trucs en même temps. Mais j'ai publié le lien. Oui, donc du coup, je disais qu'il y a des gens qui avaient accepté de descendre, des spéléologues qui avaient accepté de vivre plusieurs mois en dehors de toute lumière et de tout rapport à des mouvements naturels, de vent, de pluie, etc. Et qui, donc dans un milieu complètement fermé, et qui, donc sans rapport extérieur du tout, donc c'était au fond d'une grotte,
et qui du coup ont eu un rythme de vie peu à peu qui ne correspondait pas du tout à celui que nous avons et que nous impose les 24 heures par jour, par exemple, voilà, et les 8 heures de sommeil un peu théoriques, voilà. Donc oui, oui, bien sûr, les animaux vivent au rythme des saisons, ils vivent au rythme de la nature et ils répondent à des stimuli, hein. Il y a eu des essais de faits, alors je ne vais pas trop m'attarder, mais à chaque fois je dis ça. Il y a eu des essais de faits aussi sur des animaux qui hibernent et si tu les mets en conditions d'hiver, même en plein été, ils hibernent, quoi, voilà. Ah. Donc même s'ils peuvent hiberner 3 fois dans l'année, ça ne les dérange pas à partir du moment où les stimulations extérieures les font agir. Bon, voilà. Je on pourrait détailler un peu ça, mais j'irai pas plus loin que ça là, maintenant.